Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Tarbi André et Ali, 1984, Les contrats de travail. Castella. Tarbi André et Ali, 1987, Le mariage, l'union libre, les enfants. Castella. Tarbi André, 1990, L'incontournable relation formation et droit. L'Harmattan contradiction. Tarbi André, 1996, Lecture et pratique du droit de la formation. L'Harmattan contradiction. Tarbi André, 2005, Un nouveau droit de la formation pour les entreprises et pour les salariés. L'Harmattan. Tarbi André, 2008, La bioéthique, ce qu'elle est, ce que dit le droit. Le Puy Fleuri. Dédicace. À Agnès, mon épouse, qui m'a encouragée et soutenue tout au long de ce travail. Propos introductifs. Cet ouvrage est l'aboutissement et le prolongement d'un long voyage. Voyage fait avec des citoyens curieux, alertés sur la question bioéthique. Le parcours a pris la forme d'un échelonnement d'une quarantaine de conférences réalisées dans des contextes variés. Universités populaires, universités du temps libre, associations diverses. Au terme de ce voyage, une conviction s'est imposée à moi. La nécessité de revenir aux fondamentaux de la bioéthique par des marqueurs forts. Telle a été la naissance de cet ouvrage. Quelle est l'intention ? Définir et expliquer les fondamentaux à partir de mots forts, porteurs, judicieusement choisis pour leur charge sémantique et technique, habilement travaillés pour les ouvrir et les sortir de leur coque. C'est un des objectifs. La démarche va plus loin. Elle s'attache au poids des mots et les soupèse. Pour cela, je rassemble des données, des résultats d'analyse, des questions vives qui entourent la réalité désignée par chacun des termes. Un exemple. Aujourd'hui, dans le contexte du débat qui a eu lieu sur le mariage pour tout, les termes procréation médicalement assistée, filiation, maternité de substitution prennent une résonance particulière tant la réalité désignée est provocatrice de débats, de contradictions, d'oppositions, lourde d'enjeux sociétaux. C'est ainsi que chaque mot a été traité pour son noyau dur, mais aussi pour ses harmoniques ondulatoires et variables au gré des contextes. De ce fait, le livre, plus qu'un dictionnaire, est un ensemble de tissages où s'entrecroisent des définitions enrichies de données historiques, d'éléments juridiques, des apports toujours référencés des spécialistes, des constructions personnelles, des ouvertures sur les pratiques et les questions vives du moment qui font débat. Précision technique. Pour chacun des mots, j'ai donné des liens, références juridiques, liens internes et liens externes. Les liens internes désignent les relations de chacun des termes avec des mots voisins, ce qui permet de construire des itinéraires plus ou moins longs d'exploration. Par ailleurs, on trouvera dans le corps du texte des mots en caractères gras et assortis d'un astérisque. Cela signifie que chacun de ces mots mis en évidence fait l'objet d'un développement spécifique auquel on pourra se reporter. Les liens externes renvoient aux sources utilisées. L'ouverture de la bioéthique aux citoyens. L'ouverture des citoyens à la bioéthique est le carburant qui nourrit toute cette entreprise. La bioéthique, c'est l'affaire de tous, elle concerne tous les citoyens. La classe politique, les médias ont largement utilisé cet élément de langage durant les États généraux de la bioéthique en 2009 et les débats parlementaires qui ont produit la loi de juillet 2011. Encore faut-il donner aux citoyens les clés qui ouvrent les portes de ce domaine. C'est à cette condition qu'ils peuvent redevenir les propriétaires de la question bioéthique, s'approprier les problèmes, penser par eux-mêmes et s'exprimer aux côtés des experts. Sans mots, la bioéthique n'est pas. Sans explication, les mots génèrent des mots, des verrous pour la compréhension. Le présent ouvrage est un décodeur, un jeu de clés qui permet à chaque citoyen d'accéder aux fondamentaux de la bioéthique actuelle de notre pays. Je l'espère. J'ai parlé de mon voyage. À présent, je souhaite un voyage enrichissant et tonifiant à travers la lecture de ce livre. À chaque lectrice et lecteur. La bioéthique mosaïque en 100 mots, préliminaire avant la visite. Les 100 mots de la bioéthique sont là. Ils vont se présenter. Ils habitent tous la même maison dont ils sont issus. Ils entretiennent des liens de voisinage, de complémentarité dans un grand ensemble. Cet ensemble est délimité, borné par des marqueurs lumineux.
les principes de base qui constituent le socle de la bioéthique. Il faut partir de là pour apprécier, décrypter, situer les 100 mots qui vont se manifester un à un. Les 5 principes de base. Nombreux sont les acteurs présents sur le terrain de la bioéthique. Parlement, gouvernement, comité d'éthique, experts, citoyens éclairés. Pour travailler ensemble, pour ne pas se perdre ni se contredire dans leurs décisions, ils se sont donnés, à chaque étape de ce mouvement, des repères acceptables sous forme de 5 principes fondamentaux. Ceux-ci sont facilement reconnaissables aujourd'hui, à travers les diverses applications. C'est ce que j'appelle le périmètre de sécurité. Ces principes sont étroitement liés aux droits de l'homme, c'est-à-dire aux droits fondamentaux, inaliénables, imprescriptibles et universels dont dispose chaque individu dès sa naissance. 1. Dignité de la personne humaine. Le principe fondateur du droit de la bioéthique est la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Code civil art. 16. Ce principe n'est pas l'apanage du droit français. Proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il constitue un principe fondamental du droit de nombreux pays. 2. Respect du corps humain. Avant la loi de bioéthique, 9 juillet 1994, il n'existait aucun article consacré au corps humain. Cependant les juges l'ont toujours protégé, mais au travers de la personne. Désormais la loi de bioéthique vise directement le corps humain, lequel représente l'incarnation de la personne. Chacun a droit au respect de son corps, Code civil art. 16 à 1. Concrètement, ce postulat se traduit par le principe de l'inviolabilité. Cela signifie qu'une personne ne peut être contrainte de subir une atteinte à son corps, c'est-à-dire une intervention de nature médicale ou scientifique, sans avoir donné son consentement. De ce principe, il est déduit qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui, don d'organes, et toujours avec le consentement préalable de l'intéressé. L'affirmation du respect du corps humain répond également au souci d'éviter une réification du corps humain, avec la tentation de le considérer comme une source de matériaux biologiques dont on pourrait disposer librement. 3. La non-patrimonialité du corps humain et la gratuité des dons. Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. Code civil art. 16 à 1. Par ce principe, la loi rappelle que le corps n'est pas un bien, une marchandise, que sa valeur n'est pas estimable en termes économiques. De ce fait, il ne peut faire l'objet d'aucun acte, d'aucune convention à titre onéreux. Ce principe, tout comme celui de l'inviolabilité, découle de celui du respect du corps humain rappelé plus haut. Cependant, il n'est pas exclu que le corps fasse l'objet d'actes à titre gratuit, concrètement de dons, sous réserve du respect des conditions légales, par exemple le don d'organes. La gratuité est ici très importante dans l'esprit de la loi. La non-patrimonialité porte sur le corps, mais aussi sur les éléments et les produits qui en émanent. Même détachés, les éléments et produits du corps conservent leur caractère d'humanité. Ils n'intègrent pas la catégorie juridique des choses commercialisables. 4. L'anonymat dans toutes les formes de dons. C'est une règle générale applicable à tous les types de dons. Sang, organes, sperme et embryons. Cela veut dire qu'aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui fait don d'un élément ou d'un produit de son corps, et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le principe de l'anonymat vient garantir celui de non-patrimonialité. Ce principe d'anonymat a été jusqu'à une période récente plutôt bien respecté. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme nous l'a montré la réalisation de la première greffe du visage en 2005 où le principe d'anonymat a été visiblement bafoué. Par ailleurs, son bien-fondé est cependant remis en cause en matière de matériaux génétiques par une partie du corps médical et de la doctrine, en ce qu'il empêche un enfant conçu dans le cadre d'une procréation médicalement assistée avec don de sperme, de connaître ses origines génétiques. 5. La protection du patrimoine génétique. Après avoir protégé la personne humaine, puis son corps,
la loi s'attache à l'espèce humaine et vient garantir la protection du patrimoine génétique. En 1994, le législateur, du fait des évolutions scientifiques, a voulu protéger l'homme des applications ou des dérives du génie génétique. La loi organise la protection individuelle des personnes. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance. Art. CESA 4 du Code civil. Le dispositif s'attache aussi à la protection de l'espèce humaine. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique génique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Code civil Art. CESA 4. Plus récemment, la loi du 6 août 2004, Art CESA 4 du Code civil, prohibe expressément le clonage reproductif. Est interdite toute convention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Cette loi crée une nouvelle catégorie de crimes, crimes contre l'espèce humaine. Elle rassemble le crime d'eugénisme et le clonage reproductif. Tels sont les principes de base qui forment l'architecture de la bioéthique à la française. Mais chacun le sait, le droit sans la force est impuissant. Aussi la violation de tous ces principes de base est assortie de sanctions pénales lourdes. Le principe du respect de la vie peut être considéré comme le principe éminent de la bioéthique, qui guide et inspire l'application des autres principes. ANDOR 1997. Et ailleurs ? Il est facile de retrouver, sous des formulations différentes, ces mêmes principes dans les dispositifs nationaux des autres pays européens. Il est habituel, notamment dans la bioéthique anglo-saxonne, de faire référence à 3 principes qui doivent orienter les relations entre le médecin et le patient, ainsi que tout choix dans ce domaine. Ces 3 principes sont ordonnés hiérarchiquement, le principe de bienfaisance, le principe d'autonomie, le principe de justice. Référence juridique, loi du 9 juillet 1994 Code civil, Art. CESA 1, CESA 3, CESA 4, CESA 8, Code de la santé publique, CSP, Art. L 1231 à 1, 1211 à 5. Liens internes, don d'organes, procréation médicalement assistée, clonage, eugénisme, trafic d'organes, fin de vie, recherche sur l'embryon, patrimoine génétique, indisponibilité du corps humain. Liens externes, CEBAG V 2007, droit et bioéthique, MONDIELLIE 2008, l'essentiel de la bioéthique et du droit de la biomédecine. A. 1. Acharnement thérapeutique. Diagnostiquer, soigner, prescrire, guérir, telle est l'ambition de tout médecin. Faire reculer les limites de la mort ? Pourquoi pas ? Mais le pouvoir médical n'est pas illimité pour autant. Il y a des situations extrêmes où tout peut basculer. Le bénéficiaire de l'action médicale change. Ce n'est plus le malade dont le mal est irréversible, mais la technique médicale, la recherche pour elle-même. Le patient devient alors un terrain d'expérimentation. Le travail confine à l'acharnement thérapeutique. Le problème est de trouver où est la ligne rouge à ne pas franchir. 1. De quoi s'agit-il ? L'acharnement thérapeutique désigne une conduite thérapeutique abusive, parce qu'elle est inspirée plus par une obstination déraisonnable pseudo-scientifique que par le souci des intérêts du patient. L'obstination déraisonnable se définit comme le fait de poursuivre abusivement un traitement qui devient disproportionné par rapport au bien qu'en retire objectivement le patient. Dans ce contexte, le traitement apparaît dès lors lourd et insupportable au regard de la situation clinique du patient. 3 critères permettent de repérer cette forme d'obstination: l'inutilité, la disproportion et le fait d'avoir pour seul effet le maintien artificiel de la vie. Code la santé publique CSPAR. L 1110 à 5. 2. Conséquences juridiques. Abstention thérapeutique. Ces actes ne peuvent pas être poursuivis. Ils doivent être suspendus ou ne pas être entrepris. C'est l'abstention thérapeutique, soit à la demande du malade, soit sur décision du médecin. Le médecin est protégé juridiquement. Il ne peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. De ce fait, la loi rend licite la pratique d'abstention thérapeutique ou d'interruption de traitement dans des cas extrêmes touchant à l'inutilité des soins. Si la personne est inconsciente,
Le médecin respecte la procédure dite procédure collégiale au moment de prendre sa décision. Le traitement de la douleur. La loi autorise le médecin à délivrer un traitement antidouleur, même s'il peut avoir pour effet secondaire d'abréger la vie d'une personne, en phase avancée, ou terminale d'une affection grave et incurable, si c'est le seul moyen d'apaiser sa douleur. C'est le recours aux médicaments à double effet positif et effet négatif CSPR. L 1110-5. On désigne ce traitement par le terme sédation. Dans ce cas encore, le médecin ne peut être poursuivi ni pour non-assistance à personne en danger, ni pour meurtre. L'arrêt des traitements thérapeutiques devenus inutiles, parfois qualifiés à tort selon moi, d'euthanasie passive. Le traitement de la douleur par le médicament à double effet ne constitue pas une pratique d'euthanasie, mais un renoncement à l'acharnement thérapeutique inspiré par le respect de la personne du patient qu'il convient de soulager et d'accompagner jusqu'à la fin de vie. 3. Et ailleurs ? Le refus de l'acharnement thérapeutique est un point fort de consensus entre les systèmes de bioéthique des pays de l'Union européenne, Belgique, Espagne, Hongrie, Portugal, Slovénie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse. Référence juridique, CSPR. L 1110-5. Liens internes, droits du patient en fin de vie, soins palliatifs, médicaments à double effet. Liens externes, Collange JF 2007, la vie. Quelle vie ? Mathieu B. 2009, la bioéthique. 2. ADN. La vérité passe par les tests ADN. Les tests ADN effectués dès demain, 14 avril 2014, pour tenter d'identifier l'auteur d'un viol au sein d'un lycée, préoccupent les élèves et leurs familles. Une méthode qui ne fait pas l'unanimité. Voilà ce que l'on pouvait lire dans la presse récente, aujourd'hui en France 13 avril 2014. Ainsi cette molécule fascinante autant que redoutable s'invite fréquemment et parfois brutalement dans le démêlé des affaires judiciaires, criminelles et dans le traitement de l'information qui les entoure. Ce qu'on attend d'elle ? Qu'elle parle ? Qu'elle dise la vérité. Au-delà de cette vision utilitariste, l'ADN a bien d'autres secrets, sa nature, sa fonction dans le développement du corps humain, sa place actuelle dans les pratiques médicales et judiciaires. 1. Éléments techniques. C'est en 1953 que 2 chercheurs britanniques ont découvert la présence de l'ADN, acide désoxyribonucléique, dans les cellules du corps humain et sa structure, James Watson et Francis Crick. Pour cette découverte, ils reçurent le prix Nobel de médecine. Contenue dans les chromosomes, elle contient elle-même les gènes. Aussi la désigne-t-on souvent comme le support de notre patrimoine génétique. L'ADN est emboîté dans les chromosomes, qui se trouvent dans le noyau de chaque cellule du corps sous la forme de 23 paires. C'est pourquoi, le génome d'un individu peut aussi être défini comme l'ADN dont se composent ses chromosomes. ANDORNOR 1997. La structure standard de l'ADN est une double hélice droite, composée de 2 brins complémentaires et reliés par des barreaux appelés nucléotides. Il existe 4 types de nucléotides constitués chacun d'une base et d'un sucre. Adénosine A, thymidine T, guanosine G, cytosine C. Ils fonctionnent par paires. A est toujours avec T et G avec C, aucune autre paire n'est possible. De la sorte, un brin d'ADN est l'enchaînement ordonné de ces nucléotides. Il y a donc 2 brins d'ADN complémentaires liés l'un à l'autre. Ils forment la double hélice, UIG-FB 2008. L'information génétique est inscrite ou enregistrée dans l'ordre dans lequel s'enchaînent les 4 nucléotides. Par ailleurs, l'ADN est composé de 2 parties bien distinctes qui ne remplissent pas la même fonction. La première est dite codant, elle parle pour ainsi dire. Elle rassemble les gènes qui sont le support de l'information génétique de l'individu, taille, couleur des yeux, des cheveux, maladie. La seconde est appelée non codant. Elle est muette en ce sens qu'elle ne définit aucune caractéristique physique, ni maladie éventuelle. Elle fait apparaître des zones variables composées de segments caractérisés par la répétition en tandem d'unités de base. La taille de ces fragments varie en fonction du nombre de répétitions. Elle est propre à l'individu et constitue ce qu'on appelle l'empreinte génétique, ou la carte d'identité biologique. Enfin, l'ADN est présente dans son intégrité dans toute cellule de l'organisme, d'où la possibilité de l'étudier à partir de prélèvements variés, sang, sperme, salive, bulbe du cheveu. Extraits de cellules,
l'ADN est stable et peut être conservé assez facilement pendant très longtemps. D'où la constitution de banques d'ADN. 2. Quelle fonction ? On peut dire que l'ADN est l'ensemble des informations génétiques nécessaires au développement et au fonctionnement d'un organisme humain. C'est aussi le support de l'hérédité, car il est transmis lors de la reproduction de manière intégrale ou non. C'est si vrai que lorsque les spécialistes parlent de décryptage du génome humain, ils désignent la lecture de l'ensemble des informations génétiques contenues dans la molécule ADN. 3. L'ADN objet de recherche et d'analyse. L'ADN, on le devine, est un objet de recherche et d'analyse en plein développement dont on attend de nombreuses applications pratiques. Le but dernier des travaux d'analyse du génome humain est le décodage complet de l'information qu'il contient et l'élaboration d'une carte du génome humain. Il s'agit de découvrir l'emplacement des 100 000 gènes environ que nous possédons dans nos chromosomes et d'effectuer le séquençage des 3 000 millions de paires de nucléotides qui composent l'ADN de l'être humain. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet Génome humain qui réunit les scientifiques de toute la planète. ANDORNOR 1997. Les possibilités ouvertes grâce aux techniques de biologie moléculaire ont transformé le rapport de la science médicale à la connaissance de l'individu. Elles ont dégagé des perspectives immenses sur le terrain des applications pratiques, qu'il s'agisse du champ médical, diagnostic, thérapie génique, médecine prédictive ou judiciaire, examen et relevé d'empreintes génétiques. Liens internes, génome humain gène, examen génétique, empreinte génétique. Liens externes, UIG-FB 2008, ADN et enquête criminelle. ANDORNOR, 1997, la bioéthique et la dignité de la personne. 3. Agence de biomédecine. 1. Proximité et éloignement. Proche de nous, dans notre environnement, se développent 4 pôles de biomédecine. Transplantation d'organes, procréation médicalement assistée, examen génétique, recherche sur l'embryon. Éloignement. Une institution peu connue du grand public, lointaine, vient assurer la coordination et le contrôle de ce quadrilatère sanitaire, l'Agence de biomédecine. Que fait-elle ? Qui est-elle ? Objet de contestation, pourquoi ? 2. Que fait l'agence ? 2.1. Le contexte. Puisqu'il y a de la distance entre cette institution et nous, je prends les choses par le bas, pour monter marche par marche vers cette institution souveraine. Le prélèvement et le don d'organes sont un vaste chantier. On a des donneurs volontaires, des receveurs choisis et pénurie de greffons. Une activité proche de nous. De près ou de loin, elle nous concerne nous et notre entourage immédiat. Voilà un premier pôle de proximité. On parle beaucoup aujourd'hui, en lien du reste avec le mariage pour tous, de la procréation médicalement assistée, PMA, et de ses bénéficiaires. La technique vient au secours du biologique pour fabriquer l'embryon, le futur enfant. Second pôle d'activité proche de nous qui engage la famille et la société face au processus de procréation. Diagnostic préimplantatoire et prénatal. Dans les 2 cas, on sécurise biologiquement le processus de procréation, en repérant les malformations éventuelles. Troisième pôle d'intervention contesté par certains dont l'Église catholique, fascinant pour d'autres. Pratique plus délicate encore et plus technique, la recherche sur l'embryon permet d'analyser l'embryon, de prélever des cellules, de les mettre en culture pour régénérer les cellules mortes d'un foie malade par exemple, ce qu'on appelle thérapie régénératrice. Quatrième pôle également contesté également d'un point de vue éthique, mais autorisé par le droit et développé dans la pratique. Voilà un quadrilatère sanitaire bien repérable. Les pôles sont reliés les uns aux autres. Par qui ? Un acteur d'une importance exceptionnelle. Il s'est installé au centre de ce quadrilatère pour gérer l'ensemble. Cet acteur s'appelle l'Agence de la biomédecine, ABM. 2.2. Rôle de l'agence. Les équipes médicales spécialisées dans la greffe sont au cœur du processus de transplantation. Mais le grand gestionnaire est l'agence. Elle est au centre d'un réseau d'acteurs qui interviennent de façon différenciée et complémentaire. En effet, son pouvoir de décision et de contrôle couvre toutes les phases du processus, de l'autorisation de prélèvement jusqu'au transfert d'organes.
Son pouvoir est de nature politique et administratif. Producteur de normes, de régulations internes pour l'ensemble du territoire, producteur des autorisations nécessaires pour les médecins, les établissements, les prélèvements, qu'organisateur d'un maillage du territoire par la mise en place de réseaux de prélèvement dans lesquels tous les hôpitaux sont invités à s'insérer. Dans un souci d'efficacité, de déconcentration, l'ABM travaille de façon déconcentrée par l'intermédiaire de relais d'appui, au niveau régional ou interrégional. Transplantation d'organes, c'est la compétence la plus importante de l'agence, je dirais compétence régalienne, à laquelle historiquement le gouvernement a ajouté d'autres champs d'intervention. L'agence se trouve également au cœur du pôle « procréation médicalement assistée » pour le maîtriser. Dispose-t-elle d'un pouvoir de décision ? Oui. Voici 3 marqueurs. C'est elle qui, au vu de certains critères, contribue à donner autorisation aux établissements pour cette activité. Les praticiens ont besoin d'un agrément, d'une habilitation officielle. C'est elle qui la délivre. La loi permet l'importation et l'exportation à titre gratuit de gamètes. C'est elle qui autorise les échanges. Pouvoir de décision donc, mais aussi responsabilité du suivi et du fonctionnement de l'ensemble. Pour cela, elle a mis en place un dispositif de vigilance pour toutes les activités liées à la PMA, mais aussi un suivi de l'état de santé des personnes utilisatrices. Les missions sont exactement les mêmes pour le diagnostic préimplantatoire et le diagnostic prénatal. L'acteur dominant qui structure l'ensemble relationnel est bien l'agence. La recherche sur l'embryon est autorisée par la loi, non plus à titre exceptionnel, mais depuis 2012 comme activité juridiquement encadrée. L'agence, on peut s'y attendre, détient un pouvoir de contrôle. Elle valide les projets et donne l'autorisation de la recherche sur tel ou tel sujet. Mais la décision de l'agence en ce domaine si important n'est pas définitive. Les ministres de la Santé et de la Recherche exercent un contrôle final. Ils peuvent la suspendre ou redemander un second examen. Ce pouvoir de l'agence s'étend à d'autres opérations. La conservation d'embryons congelés pour la recherche, éventuellement l'importation de cellules souches embryonnaires fabriquées dans le monde et provenant d'une procréation médicalement assistée et dépourvue de projet parental. En cas de non-respect des conditions de délivrance de l'autorisation, l'agence peut la suspendre ou la retirer. 3. Qui est-elle ? L'ABM est un établissement public administratif créé par la loi de bioéthique de 2004, placé sous la tutelle du ministère chargé de la Santé. Son siège est à la Plaine Saint-Denis. Quelle est son organisation centrale ? Il y a 2 types de composantes, les standards, le spécifique. Les standards. Un conseil d'administration de 33 membres distribués en plusieurs rangées. Les représentants des ministères, des établissements sanitaires et des agences régionales de santé. Dans une deuxième rangée, 14 personnes qualifiées issues du monde médical. Enfin des représentants du personnel. Tous sont nommés par arrêté ministériel. Il n'y a aucune trace de la société civile. Sa mission concerne l'organisation générale de la structure, son financement, ses orientations stratégiques. Une direction générale et un budget, 80 millions d'euros. Un personnel de 300 salariés auquel s'ajoutent 1000 experts appartenant au milieu médical et scientifique. Composantes spécifiques. 2 acteurs forment à eux 2 le cerveau de l'institution. Le directeur médical chargé de la politique médicale et scientifique, un conseil d'orientation, acteur stratégique par excellence. Sa mission s'articule autour de 2 axes. La cohérence de la politique médicale et scientifique de l'agence, le respect des principes réglementaires et éthiques dans chacune des activités. La société civile est-elle présente dans ce conseil de 31 membres ? À côté des représentants des grandes institutions de l'État, des experts scientifiques, des personnalités qualifiées, siègent 6 représentants d'associations de malades et d'usagers. 4. L'agence objet de contestation, pourquoi ? L'institution est consciente de son importance. Quand elle parle d'elle-même, c'est largement à son avantage. Je cite, « Par son expertise, l'agence est l'autorité de référence sur les aspects médico-scientifiques et éthiques. L'agence est la seule agence en Europe rassemblant ces 4 domaines que sont le prélèvement et la greffe, la procréation, l'embryologie et la génétique humaine.
Peut-être de quoi exciter quelques acteurs ou observateurs extérieurs. 4.1. Attaque publique. En fin d'année 2010, dans un contexte de réforme, l'agence a été au cœur de plusieurs critiques. Elles émanaient de députés, personnalités qualifiées, Pierre Lecause, Daniel Benamouzig, Claire Legros, Emmanuel Hirsch, Jacques Testard, Israël Nizar. Ces critiques portaient sur la composition du Conseil d'orientation vide de participation citoyenne, le pouvoir excessif de l'agence elle-même, les modalités d'intervention dans le champ de la recherche sur l'embryon, plus particulièrement un certain laxisme, hermétisme dans les méthodes de travail, l'intervention de l'agence dans l'élaboration des règles de bioéthique. Des signaux forts ont été lancés à la société, si on en juge par les titres des interventions dans les médias. Trop de pouvoir pour l'agence de biomédecine ? Biomédecine. Enquête sur un pouvoir au-dessus de tout soupçon ? Appel pour une bioéthique citoyenne. L'éthique mérite mieux qu'une agence biomédicale. Famille chrétienne, la vie, le monde. L'impact de ces protestations a été relativement discret, et surtout peu relayé. La nouvelle loi issue de la réforme de 2011 n'a strictement rien changé aux missions de l'agence. Elle les a même étendues à l'examen vigilant de nouvelles pratiques, telles les neurosciences. 4.2. Attaque judiciaire. Nous sommes en octobre 2010. La Fondation Jérôme Lejeune, dédiée aux maladies génétiques, lance une action en justice contre l'agence pour une autorisation illégale de recherche sur des cellules embryonnaires humaines. Autorisation accordée au laboratoire ISTEM. Le tribunal de Paris rejette le recours en illégalité le 1er octobre. Par contre, la Cour administrative de Paris, le 10 mai 2012, fait droit à la demande de la Fondation. L'agence, selon la loi en vigueur à ce moment-là, devait prouver qu'il n'existait pas une méthode alternative à celle retenue dans le protocole de recherche embryonnaire. Ce qu'elle n'a pas fait. Conséquence, ce programme a été arrêté avant même la décision de la Cour d'appel. Signe d'un réel malaise. De plus, l'agence, suite à cette décision, a retiré l'autorisation d'un autre programme de recherche utilisant l'embryon humain. Source juridique, CSPR. L 1418 A1 à 1418 A8, R 1418 A1 à 1418 A35. Liens internes, dons et transplantation d'organes, procréation médicalement assistée, diagnostic préimplantatoire et prénatal, recherche sur l'embryon. Liens externes, www.sandgouv.fr/L simple agence de la biomédecine, ABM, 12 avril 2011, Le Quotidien du médecin, octobre-novembre 2010, Le Monde, 22 octobre 2010, Famille chrétienne, octobre 2010, La Vie, 21 octobre 2010, Feldman G. 2010. La bioéthique. L'agence a-t-elle vocation à intervenir dans le champ de la bioéthique ? Sebag V 2007, Droit et bioéthique. 4. Aléas thérapeutiques. La science rencontre des incertitudes, de l'imprévisible, voire des aléas. Évidemment, on pense tout de suite aux patients qui pourraient en être victimes. 1. La définition. L'aléa thérapeutique, étymologiquement, est la conséquence imprévisible de tout acte médical. Le Conseil économique et social, mai 1996, sur les droits de la personne malade le définissait ainsi. La part de risque que comporte inévitablement un traitement médical et thérapeutique légitimement et correctement mené et dont la réalisation entraîne des effets indésirables. Il est donc le risque encouru par le patient du fait des soins dont il est l'objet. L'aléa est un accident sans faute de la part du médecin. Le problème n'est pas liquidé pour autant. 2. Conséquences juridiques. L'absence de preuve d'une faute conduit à considérer que le dommage survenu est la conséquence malheureuse d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, et dont le médecin n'a pas à répondre. Cela conduit à exclure sa responsabilité. Avant 2002, la jurisprudence était divisée sur la question de la prise en charge du préjudice lié à l'aléa thérapeutique. Les tribunaux de l'ordre administratif la faisaient peser sur le médecin, les tribunaux judiciaires, au contraire, s'y refusaient. À l'aléa thérapeutique s'ajoutait dès lors un aléa juridictionnel, Binet JR 2010. Après des hésitations,
La Cour de cassation finit par refuser de faire peser sur les professionnels le poids du risque médical contrairement à la jurisprudence administrative. Telle est aujourd'hui la position de la Cour de cassation. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2003, les accidents médicaux non fautifs donnent lieu à un mécanisme de réparation à la charge non pas du médecin mais de la solidarité nationale au travers d'un organisme dédié appelé ONIAM, Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Source juridique, CSPR. L 1142A1. Liens internes, droit du malade ONIAM, réparation non juridictionnelle du préjudice. Liens externes Binet JR 2010, droit médical. 5. Anonymat. 1. Définition. L'anonymat est l'état d'une personne dont on ne connaît pas le nom ou qui ne manifeste pas son nom. L'anonymat peut être volontaire ou au contraire imposé d'une manière ou d'une autre, par exemple par une prescription juridique. C'est le cas en bioéthique. 2. L'anonymat en bioéthique. En bioéthique, l'exigence de l'anonymat intervient dans la démarche de don d'éléments du corps humain à autrui. Elle concerne donc, à chaque fois, deux personnes, le donneur et le receveur. Cette prescription procède de l'article CESA 8 du Code civil, texte général applicable à tout don et élément du corps. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. L'article L 2141-6 du Code de la santé publique également exclut la connaissance des identités respectives des donneurs et receveurs. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas de nécessité thérapeutique. Le médecin pourra alors, pour des raisons strictement médicales, accéder à des informations relatives au donneur mais seulement des informations non identifiantes. La violation de ce principe constitue un délit sanctionné par une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. L'objectif est sans doute celui de protéger donneur et receveur de toute manipulation, pression, risque de conflit ultérieur, mais aussi de tout risque d'opération financière. 3. Champ d'application. De cette manière, la règle de l'anonymat vient s'appliquer à 2 démarches biomédicales. Celle du don d'organes et des produits humains comme le don de sang. Une exception est prévue pour le don d'organes entre personnes vivantes et parentes. Dans la mesure où donneur et receveur sont en principe apparentés, il est évident que la règle de l'anonymat n'est plus applicable. Enfin, le principe trouve à s'appliquer dans le cadre de la PMA, avec tiers donneur de sperme, d'ovocytes ou même d'embryons venant d'un couple ayant renoncé à tout projet parental et donné leur accord pour le geste de don. 4. L'anonymat en débat. Cette règle de l'anonymat appliquée au cas de la PMA a été l'objet de débats contradictoires au sein des assemblées parlementaires lors de la révision des lois de bioéthique en 2011. Après bien des hésitations, des avancées et reculs successifs, les parlementaires sont revenus au statu quo, c'est-à-dire au maintien de l'anonymat formalisé. Le compte-rendu final des États généraux de la bioéthique allait d'ailleurs dans ce sens. Il faut dire que le débat sur cette question est en tension entre 2 pôles d'exigences contradictoires. D'une part, l'intérêt de l'enfant inscrit dans le droit d'accéder à la connaissance de ses origines. C'est actuellement une revendication vive portée entre autres par des groupements d'adultes issus de ce mode de procréation. D'autre part, la volonté de protéger le caractère altruiste et désintéressé du don, mais surtout le couple qui risquerait d'être exposé à l'immixtion d'un tiers dans leur vie familiale. Le Conseil d'État dans son rapport du 6 mai 2009 s'exprimait ainsi. Il s'agit de tenir compte des demandes fondées sur la souffrance des origines, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, tout en évitant les risques de déstabilisation de situations familiales issues de la PMA. Aussi, le rapport propose de permettre à l'avenir pour l'enfant né de la PMA, avec tiers donneur, d'avoir accès à sa majorité à des données non identifiantes sur le donneur, âge, caractéristiques physiques, profession, et de lui permettre d'accéder à l'identité du donneur si celui-ci a donné son accord. En sens inverse, le CCNE, dans un avis du 24 novembre 2005, faisait la recommandation suivante: favoriser la levée du secret du mode de conception, et pour cela informer les parents du bénéfice d'une révélation précoce et des risques d'une information tardive.
Respecter l'anonymat des donneurs et receveurs. La rupture de l'anonymat comporte sans doute plus d'éléments perturbants que la rupture du secret. Permettre que l'enfant ait accès à des informations non identifiantes, en maintenant le principe de l'anonymat de donneur. Cette position est reprise dans son rapport du 9-10-08. Dans ce contexte contradictoire, il reste que la règle de l'anonymat demeure aujourd'hui. Celui-ci constitue une des conditions essentielles du don procréatif à la française, contrairement à nombre de législations étrangères qui ont levé le secret de l'anonymat au cours de ces 20 dernières années. C'est le cas de la Suède 1985, de la Suisse 1998, de l'Autriche 1992, de l'Islande 1996, de la Norvège 2003, de la Finlande 2006, de la Belgique 2007, du Royaume-Uni 2005, des Pays-Bas 2004 et de la Nouvelle-Zélande 2004. LARRIBAUTERNEYRE volume 2011. En conclusion, la question de la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes est donc renvoyée à une prochaine réforme, car le temps œuvrera très probablement en faveur de ces enfants du secret. LARRIBAUTERNEYRE, volume 2011. Sources juridiques, CSP 2141-6 et 1211-5. Liens internes, procréation médicalement assistée, prélèvement et transplantation d'organes. Liens externes, LARRIBAUTERNEYREV 2011, la révision des lois de bioéthique. Loi du 7 juillet 2011. CCNE, avis numéro 90 24 novembre 2005, CCNE 9-10-08, rapport Agence de biomédecine octobre 2008, rapport, Conseil d'État 6 mai 2009, rapport, États généraux de la bioéthique rapport final 1er juillet 2009. 6. Associations et fondations en bioéthique. Le champ de la bioéthique est complexe en raison de la diversité des pratiques médicales, des questions posées, de la multiplicité des enjeux et intérêts souvent contradictoires. Ceci explique l'émergence et la manifestation d'acteurs collectifs prenant la forme de groupements informels, mais aussi d'associations ou de fondations. Il n'est pas question d'en faire un inventaire exhaustif ici. Plus modestement, je veux montrer comment ces acteurs collectifs se répartissent autour de pratiques et d'enjeux éthiques bien différenciés et par leur action structurent un champ de revendication et de défense d'intérêts. 1. Qui intervient sur la connaissance et le développement de la bioéthique en général? La Fondation Jérôme Lejeune. Structure de soins et de recherche bien connue, créée en 1995 et reconnue d'utilité publique au rayonnement international. Ses objectifs sont recherche de traitement des maladies génétiques et particulièrement la trisomie 21, structure d'accueil, de soins et d'accompagnement pour handicapés, structure de défense de la dignité humaine. Défendre le plus petit d'entre nous, défendre le plus fragile d'entre nous. Elle développe une conception humaniste de la bioéthique fondée sur des valeurs transcendantes, nourries de la pensée chrétienne. Association Alliance Vita. Fondée en 1993 par Christine Boutin. Elle se donne comme objectif de promouvoir la protection de la vie humaine et le respect de la dignité de toute personne, et prend position contre l'avortement, le mariage pour tous, l'euthanasie et toute forme d'atteinte à la vie humaine. Elle agit sur 2 axes, l'aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie, service d'écoute. Sensibilisation du public et des décideurs à la protection de la vie humaine et à la solidarité avec les plus fragiles. Elle est porteuse d'une philosophie également humaniste, chrétienne centrée sur la dignité et la priorité de la personne sur les enjeux scientifiques. ASIM Association catholique des infirmières. Association de médecins et professionnels de santé. Défenseur inconditionnel de la vie de la conception à la mort naturelle. Se réfère explicitement à la tradition de l'Église catholique. 2. Qui intervient sur la problématique de la procréation médicalement assistée? Association Maya. Association d'aide, de conseil, de sensibilisation aux problèmes de l'infertilité, aux dons de gamètes, de sperme, et plus largement milite pour l'amélioration de la PMA. Association des enfants cadeaux. Europe. Créée en 2006. 3. Qui milite pour la gestation pour autrui? Association Clara.
Comité pour la légalisation de la GPA et l'aide à la reproduction assistée. Espace d'échange sur la GPA et appel pour la légalisation de la GPA. Association Maya. Soutient la légalisation de la GPA pour les patientes atteintes de pathologies, les privant de la possibilité de porter elles-mêmes un enfant. 4. Qui intervient sur la problématique du don d'organes? Association ADOT. Créée en 1969. Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains. Fondation Greffe de vie par le don d'organes et la greffe. Créée en 2005 et reconnue d'utilité publique. Association marine. Don d'organes. Don de vie. 5. Qui intervient sur les pratiques de diagnostic préimplantatoire et prénatal? Collège national des gynécologues et obstétriciens français, CNGOF. Il informe, encourage le développement de ces pratiques et recommande les nouveaux tests de diagnostic. Comité pour sauver la médecine prénatale. Recommande un bon usage de ces diagnostics, c'est-à-dire une orientation vers des pratiques thérapeutiques, et dénonce les dérives eugéniques. 6. Qui intervient sur la problématique de l'euthanasie? Pour Association pour le droit de mourir dans la dignité. Structure bien connue et très active dans ce domaine. Créée en 1980. Directeur, Jean-Luc Romero. Association Ultime Liberté créée le 17 janvier 2014. Association internationale pour la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie d'exception. Contre toutes les associations chrétiennes et catholiques qui interviennent sur l'ensemble des questions bioéthiques. 7. Qui intervient sur la connaissance et le développement des soins palliatifs? Association suisse pour la qualité de soins palliatifs. Association, accompagnement et développement des soins palliatifs. La première ASP a été créée en 1984. En 2012, on en compte 71. Elles sont regroupées dans l'Union nationale des ASP. Toutes ces institutions ont un site internet dédié. B. 7. Banque de sang de cordon. 1. Quel besoin? Les cellules du sang du placenta retiennent toute l'attention des chercheurs en raison de leur haut potentiel de prolifération, de différenciation et surtout de régénération des organes malades. De plus en plus, la recherche sur les cellules souches s'oriente dans cette voie-là, concurrente de la voie de la recherche sur l'embryon. S'est posée alors la question de la collecte et de la conservation de ce produit. C'est pour y répondre qu'ont été créées les banques de sang de cordon, dont le statut juridique n'a pas encore été défini par le législateur. Notre pays accuse un net retard en ce domaine. 2. Données pratiques. Pour que le pays dispose de suffisamment de sang de cordon en vue de greffe, 2 structures sont nécessaires. Un réseau de maternités habilité à prélever le sang dans des conditions optimales, et des banques capables de le stocker jusqu'à utilisation. Or, en janvier 2010, d'après l'Agence de la biomédecine, responsable de l'habilitation, on ne comptait que 17 maternités agréées, tant publiques que privées, sur les quelques 600 en exercice. Quant aux banques de conservation, à la même date, leur nombre se limitait à 7, 3 nouvelles banques étant en cours d'ouverture, Feldman G 2010. En revanche, un effort important a été fait pour la coordination des structures grâce à la création d'un réseau français de sang placentaire. Il regroupe les banques françaises, qu'elles dépendent de l'Établissement français du sang ou d'établissements publics hospitaliers, ainsi que les maternités partenaires de ces banques. L'Agence de biomédecine pilote ce réseau. L'objectif est de développer une démarche de qualité aux différents moments, de l'information de la femme enceinte jusqu'à la conservation du sang et la délivrance des greffons. 3. Questions vives. En l'absence de statut spécifique, l'Agence de biomédecine n'autorise que les banques publiques. Pourquoi ne pas créer également des banques privées? Réclament bien haut certains parlementaires. En revanche, la privatisation de la conservation de sang ombilical, estiment d'autres, pourrait aboutir, comme c'est le cas en Suisse ou en Grande-Bretagne, à une inacceptable marchandisation des cellules du corps humain. Les opposants à ces banques sont le CCNE, l'Agence de biomédecine, de nombreuses sociétés savantes. À l'opposé,
des groupes de pression anti-avortement comme la Fondation Le Jeune ou le Parti chrétien-démocrate, Christine Boutin, sont paradoxalement favorables aux banques privées. Ils sont gênés, certes, par le caractère mercantile de leur démarche, mais ils estiment que les cellules souches du cordon sont une réelle alternative aux recherches sur les cellules souches embryonnaires auxquelles ils sont opposés puisqu'elles détruisent l'embryon. Feldman G. 2010. Pour l'instant, 2 propositions de loi sur les banques privées ont été déposées, 29 septembre 2009 et 19 février 2010. Aucun texte n'a été examiné et discuté à ce jour. 4. Et ailleurs ? Ce type de structure existe aux États-Unis et dans la plupart des pays européens. Liens internes, cellules, recherche sur l'embryon. Liens externes, Feldman G. 2010, la bioéthique. 8. Bébé éprouvette. À partir de la fin des années 1970, la science médicale va offrir des solutions techniques à l'infécondité ou à la stérilité du couple. Le bébé éprouvette est une réponse au problème. 1. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un enfant issu d'un œuf obtenu par fécondation in vitro d'un ovule par un spermatozoïde et réimplanté dans l'utérus de la future mère. Le premier bébé éprouvette est né en 1978 en Angleterre, sous le nom de Louise Brown. En France, la série commence avec Amandine, 1982, et atteint 200 000 fin 2008 d'après l'Agence de biomédecine. 2. Enjeu. Grâce à la technique, l'homme prend en main son désir procréatif. La médecine est capable de donner des bébés. Une telle révolution a de quoi susciter l'émerveillement et l'inquiétude. Des questions éthiques se posent. L'enfant n'est plus issu de la relation de personne mais le produit d'un acte technique. Ensuite, dès lors que la technique permet de procréer en dehors du processus naturel, faut-il lui fixer des limites ? Faut-il au contraire satisfaire tout désir d'enfant ? Binet J.R. 2010. 3. Que dit le droit ? La production d'un bébé éprouvette rentre dans le cadre plus général de la procréation médicalement assistée. Or, la loi du 1er juillet 1994 modifiée par celle du 6 août 2004 autorise sous certaines conditions le recours à la procréation médicalement assistée, donc le recours au bébé éprouvette est actuellement autorisé. Liens internes, fécondation in vitro, procréation médicalement assistée. Liens externes, Binet J.R. 2010, droit médical. 9. Bébé médicament. Bébé médicament est le terme utilisé par les médias mais en général rejeté par les familles et les médecins qui pour certains préfèrent l'expression bébé du double espoir, espoir d'un embryon sain donnant un autre enfant sain, espoir d'un embryon compatible avec l'enfant malade. 1. De quoi s'agit-il ? C'est tout à la fois une technique de conception d'un enfant sain, de diagnostic et de tri embryonnaire dans le but de guérir un autre enfant malade par un don de cellules. Le procédé concerne les familles touchées par une maladie génétique grave et incurable, dont est victime un enfant. Il s'agit de favoriser la conception et la naissance d'un deuxième enfant indemne de cette maladie, grâce à un tri embryonnaire. Après une fécondation in vitro, un diagnostic biologique est pratiqué à partir de cellules prélevées sur les embryons, afin de rechercher l'anomalie génétique redoutée par le couple demandeur. Seuls les embryons sains sont transférés dans l'utérus de la femme, les autres étant détruits. Les embryons à réimplanter doivent donc être exempts de la maladie redoutée, mais aussi immunologiquement compatibles avec le frère ou la sœur malade. Après la naissance, il s'agit de prélever des cellules souches sur le cordon ombilical du nouveau-né pour les injecter à l'aîné malade, dans le but de le guérir. 2. Que dit la loi ? La loi du 6 août 2004 a autorisé, à titre expérimental et sous le contrôle de l'Agence de la biomédecine, que soit pratiqué un diagnostic préimplantatoire, DPI, lorsque 3 conditions sont réunies. Le couple a donné naissance à un enfant malade atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnu incurable au moment du diagnostic. Le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré de façon décisive par une thérapeutique génétique sans porter atteinte à l'enfant né du transfert de l'embryon. Le diagnostic préimplantatoire a pour seul objet de rechercher la maladie génétique et les moyens de la traiter. CSPR. L 2131 4.1.
3. Les risques. Fabriquer un enfant dans l'intérêt thérapeutique d'autrui n'est pas une mince affaire. Pour éviter le risque d'une instrumentalisation choquante, il faudrait pouvoir s'assurer que les parents du premier enfant malade ont d'abord la volonté d'avoir un autre enfant et ensuite, la volonté de soigner le premier. Binet J.R. 2010. Telle a été la position du CCNE en la matière. Avis numéro 72, 4 juillet 2002. Ce qui signifie que le second enfant ne soit pas qu'un instrument, un bébé médicament, mais bien un enfant du double espoir voulu pour lui-même et pour une guérison d'autrui. Mais comment le contrôler ? Source juridique, CSPR. L 2131 4.1. Liens internes, fécondation in vitro, diagnostic préimplantatoire. Liens externes, Binet J.R. 2010 Droit médical, la Croix SD, l'ABC de la bioéthique. 10. Bioéthique. Ce néologisme est né aux États-Unis. On le trouve pour la première fois sous la plume d'un biologiste et cancérologue américain, Van Rensselaer-Potter. Ce dernier avait intitulé l'un de ses articles en 1970, Bioéthique, science de la survie. Le terme a été consacré par le droit français en 2004, loi du 6 août 2004. 1. Essai de définition. Il y a surabondance de définitions proposées. Elles se complètent en se corrigeant les unes les autres. Duranger, 1997, montre la difficulté de circonscrire un champ aussi complexe. Il fait une confrontation entre 6 définitions différentes. Dans la plupart des définitions, 3 idées reviennent constamment. Liberté de la recherche, référence à des valeurs à respecter, régulation nécessaire. Pour ma part, je propose la définition suivante. La bioéthique est une réflexion, un questionnement et une construction de normes incitatives et impératives qui, à partir des valeurs humaines de référence, orientent la décision et l'action en matière de biomédecine, de pratique médicale, de recherche et d'expérimentation sur l'humain. 2. Commentaire. Ce dispositif de régulation ne tombe pas du ciel. Il est le fruit d'une réflexion multidisciplinaire où se confrontent acteurs politiques, chercheurs, experts, juristes, philosophes, psychologues, représentants des grands courants de pensée et des mouvements religieux. Ce travail aboutit à la production de normes ou de régulations. Leur rôle n'est pas de freiner mais d'accompagner, encadrer le processus de recherche, comme aussi les demandes de la société civile, en fonction d'un référentiel de valeurs, ce qui pose la question de la conception que l'on se fait de l'homme dans une société donnée. Quel que soit le sujet abordé, la bioéthique procède par une série de 3 questions interdépendantes. Quel est l'état des découvertes et pratiques médicales dans tel domaine ? Quelles sont les questions et enjeux liés au développement des applications pratiques ? Où tracer la frontière entre le faisable et l'acceptable d'un point de vue éthique ? Finalement, la bioéthique est une boussole mise à la disposition des chercheurs, des praticiens, des citoyens aussi. Elle permet de distinguer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans le domaine de la recherche et pratique médicale, eu égard aux intérêts de la personne qui l'emporte sur ceux de la science et de la société. Contrairement à celle de l'explorateur, cette boussole se construit ou tout au moins se régule en marchant. Elle est régulièrement réadaptée pour faire face aux nouvelles questions dans une société qui évolue. Loin d'être un objet non identifié, la bioéthique est une fédération de disciplines parfaitement repérables. Elle a son objet, sa méthode, son histoire, ses acteurs et institutions, ses lieux de recherche et de diffusion du savoir. Liens internes, bioéthique et jurisprudence, bioéthique et philosophie, le regard des religions sur la bioéthique. Liens externes, Duranger 1997, la bioéthique, Binet J.R. 2010. Droit médical à NDORNOR, 1997, la bioéthique et la dignité de la personne. 11. Biotechnologie. Dans un sens large, la biotechnologie est l'ensemble des techniques visant à décrypter, modifier et à améliorer les composantes des organismes vivants. Elle résulte d'un mariage entre la science des êtres vivants, la biologie, avec un jeu de techniques nouvelles issues d'autres disciplines, telles la microbiologie, la biochimie, la génétique. Dans un sens restreint, ce terme s'applique au génie génétique, c'est-à-dire aux techniques permettant d'intervenir sur le patrimoine génétique des espèces vivantes pour le décrypter ou le modifier.
La biotechnologie constitue une véritable industrie, un marché, un capital financier et humain dont l'importance a été rapportée dès 1993 par le livre blanc de la Commission européenne à propos de croissance, compétitivité et emploi. Il reste qu'elle pose des questions vives au regard de l'éthique. D'une science contemplative, nous sommes passés à une science opératoire du fait de son association à la technologie. Les progrès en matière biomédicale ont ouvert des perspectives sans précédent en matière d'amélioration de la vie humaine. Mais dans le même sens, ces nouvelles perspectives suscitent des débats et des polémiques au sein de la communauté scientifique, et plus largement au sein du grand public, MONDIELLIE 2008. Liens internes, génie génétique, génome humain, patrimoine génétique. Liens externes, MONDIELLIE 2008, l'essentiel de la bioéthique et du droit de la biomédecine. 12 août. P. Duranger 2001, les biotechnologies. Que sais-je? 12. Brevetabilité du vivant. 1. Retour sur la notion de brevet. Le brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un monopole d'exploitation de son invention dans le temps, lui permettant de s'opposer à ce qu'un tiers utilise son invention. Pour être reconnue brevetable, une invention doit répondre aux 3 conditions de nouveauté, d'invention et d'application industrielle. La simple découverte n'est donc pas brevetable. 2. Brevet et corps humain. Le corps humain et ses divers éléments sont-ils brevetables? Cette question est complexe, lourde d'enjeux. Elle a été l'objet de débats contradictoires au sein de la communauté scientifique et des acteurs de la bioéthique. Selon la loi du 29 juillet 1994, le corps humain aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte de ces éléments, y compris la séquence d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Dans le but d'harmoniser le droit des brevets, le Parlement européen a adopté le 6 juillet 1998 une directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Elle reprend l'exclusion imposée par la loi française. Mais elle apporte la précision suivante. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. Art. 5A2. Isolement et production artificielle d'une séquence de gènes peuvent constituer une invention brevetable. La matière biologique est donc reconnue comme brevetable dès lors qu'elle est isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique. Ce texte semble dire tout et son contraire. Voici la traduction qu'en donne Feldman G. Les gènes, mais également les tissus humains vivants et les lignées cellulaires qui en sont issus, tout comme leurs produits, peuvent être brevetés s'ils ont une application industrielle. La transposition de ce texte dans le droit national des États membres a été marquée par de multiples oppositions. En 2003, seuls 6 États européens ont achevé la transposition de la directive dans leur droit national. Pour la France, cette démarche fut l'occasion de débats houleux, et la majorité des parlementaires hostiles au texte de la Commission a affirmé leur opposition pure et simple à la brevetabilité du matériau biologique humain. Apparemment, une solution de compromis a été trouvée dans la loi du 6 août 2004. D'une part, elle protège les éléments du corps humain en continuant à l'exclure du champ du brevet. D'autre part, elle reconnaît cependant le droit au brevet pour toute matière biologique obtenue par un procédé de reproduction ou de multiplication, et dotée des mêmes propriétés. Conclusion. La matière biologique devient brevetable dès lors qu'elle est associée, d'une manière ou d'une autre, à un procédé ou une technique d'isolement, de production, de multiplication ou d'application fonctionnelle. 3. Éléments critiques. Lors des débats sur la directive européenne, plusieurs parlementaires, hostiles au texte, mettaient en avant la notion de patrimoine commun de l'humanité contenue dans la Déclaration sur le génome humain de l'UNESCO, 1997, mais la critique la plus virulente à l'égard de la brevetabilité des séquences génétiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.